Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, suite de nos post-mortem. Après une petite pause, on enchaîne les post-mortem après vous avoir parlé d'OKC en début de semaine et de Denver. Retour sur une équipe éliminée au premier tour. Oui, il nous reste encore 2 post-mortem du premier tour à conclure. On va commencer aujourd'hui avec le Miami Heat éliminé par les Boston Celtics. Celtics qui sont qualifiés depuis quelques jours pour les finales NBA. Miami, Jimmy Butler, sans trop s'avancer. Si vous êtes un habitué du podcast Dunk Hebdo, vous devriez être capable de deviner qui est avec moi aujourd'hui. C'est Adrien. Comment ça va, Adrien? Eh bah écoute, ça va plutôt pas mal, un peu de fatigue, ces playoffs ça commence à faire long, mais on commence à en voir le bout, même s'il nous reste des post-mortem. Évidemment, oui, on va parler de Jimmy Butler, mais on va surtout parler d'absence de Jimmy Butler, malheureusement. Ça a été compliqué pour le Heat, on va avoir l'occasion d'en parler. C'est vrai, le Heat a un peu vécu nos playoffs. Alors non, parce que nous, on avait démarré en trombe, et ensuite on a eu un gros coup de moins bien. On est un peu les Timberwolves. Alors on sait pas comment ça va se finir, mais on espère pas être éliminé. En tout cas, on vous le rappelle, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, sur YouTube également, à laisser des commentaires et à nous suivre partout, et à mettre 5 étoiles, et également sur Twitter. Voilà. Application concrète de l'intérêt de nous suivre sur Twitter. On vous avait annoncé sur Twitter qu'on avait des petits problèmes de calendrier il y a une dizaine de jours et qu'il fallait s'attendre à une petite pause de notre côté. Pas de pause, Adrien, tu le sais, parce que tu as présenté aussi des post-mortem. On va enchaîner directement et on va devoir un peu creuser parce que ça commence à dater, ce premier tour premier tour du Heat. Il s'est passé à peu près 1 million de choses depuis. Donc le Heat éliminé en 5 petits matchs assez sec, on va être honnête, contre les Boston Celtics. Adrien, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à retenir de cette série que le Heat et les Floridiens donc ont entamé sans Jimmy Butler et sans Terry Rozier? Ouais, justement, je vais tricher un petit peu, je vais revenir un petit peu avant cette première série, parce que le Heat a terminé la saison dans les places qualificatives pour le play-in, comme on dit maintenant, et malheureusement, voilà, tout le monde a pu le voir. Ils ont perdu Jimmy Butler sur blessure face aux Sixers, donc ils ont aussi perdu la possibilité d'être du côté du bracket de l'autre côté à la 7e place. Bon, le Heat sans Jimmy Butler, ça suffit pour battre Chicago manifestement. Donc ils ont réussi à se qualifier pour les playoffs, mais ils ont hérité des Celtics qui donc, comme tu l'as dit, en plus viennent se qualifier pour les finales NBA, qui est clairement la meilleure équipe de l'Est. Ça s'est vu tout au long de ces playoffs, ça s'est vu dans cette première série. Alors, on va pouvoir revenir plus en détail sur tout ce qu'on peut tirer de tout ça, mais finalement, il s'est passé ce à quoi on pouvait s'attendre. Le Heat sans Jimmy Butler, c'est compliqué. Sans Jimmy Butler, sans également certains des membres qui étaient là l'année dernière. C'est un peu un parallèle qu'on pourrait faire avec l'élimination des Nuggets. On a perdu certaines des options offensives, en tout cas, qui ont pu contribuer grandement l'année dernière au run du Heat. Je pense à Max Strus et je pense à Gabe Vincent notamment. Alors, on a eu un Bam Adebayo incroyable, mais tu prends quand même, comme tu as dit, un 4-1 assez sec. On a vu Spoelstra essayer à un moment de réintégrer Duncan Robinson, de réessayer des choses, d'aller piocher dans sa rotation. Mais c'est là aussi où on a vu les limites d'une équipe, d'un système Heat. Au bout d'un moment, tu manques de talent. Quand tu te retrouves sans Jimmy Butler face aux Boston Celtics de 2024, forcément, tu es un peu court. Et puis on pourrait même citer Remy Raquez qui est sorti en cours de match 4 et qui n'a pas fini la série non plus. Donc il y a un moment quand tu es si pauvre en termes de talent, je pense que c'est ça et c'est un sujet qui va peut-être revenir, Adrien, dans ce podcast, c'est le déficit de talent du 8. C'est assez marquant. Moi, en me refaisant les stats de la série, je t'avoue que je scrollais et j'ai vu 60 lancers francs tentés sur la série. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'ils aient tenté 60 lancers francs? Donc, du coup, on a des outils de la NASA. Je lance StatAid. Je cherche depuis le passage des séries en 7 matchs au premier tour, donc depuis les playoffs 2003, 60 lancers francs tentés sur un premier tour de playoffs. Une seule équipe a fait moins. C'est Détroit en 2008-2009 avec 58 lancers francs tentés et ils avaient joué 4 matchs. C'est l'équipe avec 5 matchs tentés qui a tiré le moins de lancers francs et je pense qu'Adrien, ça c'est un parallèle, enfin en tout cas c'est un lien qu'on peut faire avec l'incapacité de cette équipe à mettre de la pression au cercle. Alors, faut dire que c'est face à Boston qui, on en viendra peut-être dans notre preview playoff, limite grandement ses adversaires dans leur tentative à 3 points, dans leur tentative de lancer franc, parce qu'ils sont même sur un run assez historique à ce niveau-là. Mais, enfin, je veux dire, l'équipe qui se classe dans ce classement après Miami, c'est ton équipe de Chicago qui en avait tenté 72 en 5 matchs. Donc, 60 lancers francs tentés en 5 matchs. Est-ce que c'est pas un des grands enseignements, ça? C'est qu'il n'y a pas assez de pression sur le cercle?
de la part du... Totalement, et c'est quelque chose qu'on avait un peu effleuré tout au long de la saison, de toute façon avec cet effectif de Miami, la pression au cercle, comme on dit, pour faire une traduction assez, un peu trop littérale peut-être, un peu de barbare, l'expression anglaise, oui, voilà, de rim pressure, en tout cas, elle passe beaucoup par Jimmy Butler. Alors tu as cité son nom, Rémi Raquez a un jeu assez proche de Jimmy Butler, mais ça reste un rookie, et il n'a pas forcément les calls le plus systématiquement, on sait comment ça se passe, et surtout, moi je pense que c'est le facteur, tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied, mais le facteur principal c'est la défense des Celtics, qui est quand même qui a une capacité très très forte à limiter l'accès au cercle, non pas à protéger le cercle, mais à limiter la fréquence au cercle. C'est-à-dire que les Jrue Holiday, les Derrick White, etc. ne se laissent pas drive, ne se laissent pas déborder. Et quand en plus, en face, tu as des joueurs de type Tyler Hero, encore un nom qu'on va probablement citer quelques fois, qui ont tendance, il ne faut pas beaucoup le forcer, Tyler, pour qu'il prenne son mi-distance plutôt qu'il aille chercher le cercle et donc éventuellement la faute. Forcément, tu vois la tendance qui explose. Et d'ailleurs, même entre la saison et les playoffs, tu vois que le pourcentage de panier au cercle du Heat, c'était 28,5%. Donc, c'était vraiment pas beaucoup déjà de base. Ils étaient 28e de la ligue. Bon, c'est descendu à 19,8, à 20%. Tu perds presque 10 points dans le pourcentage de tes tirs qui sont en cercle. Donc, vraiment, il n'y a personne qui drive du côté du Heat. Il y a un peu de Caleb Martin de temps en temps. Bam Adebayo, bien sûr, puisqu'il a beaucoup plus de jeux proches du cercle. Et encore, il se met de plus en plus à prendre ses mi-distances avec relativement d'efficacité, mais du coup tu perds aussi en nombre de lancers francs. Bref, quand tu commences à avoir besoin de points, et ça s'est vu face aux Celtics, malheureusement tu peux pas compter sur les points faciles des lancers francs du côté de Miami. Effectivement, parce que si on pousse un peu la stat plus loin, quelle est l'équipe sur un second tour de playoff qui a tenté le moins de lancers francs de toute l'histoire sur la série en meilleur des 7? Les Cleveland Cavaliers de cette année qui ont joué Boston. Voilà. Donc, on va voir que c'est un problème certes pour Miami, mais qui est aussi à mettre au crédit de Boston. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter de ton côté, Adrien, pour la série? Peut-être Nikola Jovic qui fait une bonne série, est-ce que c'est ça? Je pense que c'est un des seuls points sur lesquels peuvent se raccrocher les fans du Heat actuellement, peut-être. Voilà, si on veut chercher des aspects positifs, effectivement, Nikola Jovic qui a donné des bonnes minutes. Après, il y avait un petit peu d'attente autour, il se faisait attendre. On voit qu'il commence à être prêt pour l'NBA. Je pense qu'on en reparlera quand on va se projeter sur le Heat de l'année prochaine. Après, c'est difficile de tirer des leçons, comme je le disais un peu au début de cette série de playoffs. Tu savais dans quoi tu t'embarquais. On est à peu près au même statut qu'avant le démarrage de ces playoffs, finalement, pour Miami. On ne s'attendait pas forcément à passer les Celtics. Donc, on ne va pas tirer de grands enseignements non plus sur l'état de ce Miami 2023-2024. Par contre, ça va poser des questions et on va y aller sur le Heat de 2024-2025. Eh bien, allons-y, ouais. Parce que c'est vrai que je regarde le récap de cette série. Ils ont quand même été maintenus sous la barre des 90 points 3 fois sur 5. Quand même. Sur cette série, et l'écart moyen est à 15 points d'écart sur la série. Donc, effectivement... Qu'est-ce que tu veux en tirer? On va pas disserter là-dessus, je pense que vous comprenez pourquoi. Enchaînons, du coup, vous le savez, c'est post-mortem, c'est une trame fixe. Voilà, ça nous permet de pouvoir avoir Constant à la présentation. Constant qui a fait sa première à la présentation. Et on va commencer par le nerf de la guerre, je pense, du côté de Miami, et peut-être une des problématiques les plus importantes de tous les post-mortem, je pense, réunis, c'est le cas Jimmy Butler. Il sort d'une saison extrêmement compliquée, Adrien, baisse en termes de niveau de jeu, je pense qu'on peut le dire, une blessure qui arrive au pire des moments et une situation contractuelle à clarifier. Alors en quoi c'est une problématique? Alors, on l'a déjà expliqué, mais on va partir de quel côté? Est-ce que tu le vois rester? Est-ce que tu le vois partir? Pourquoi c'est un nœud à ce point-là pour le Miami Heat? C'est un nœud notamment pour la hit culture. Non, c'est surtout que Jimmy Butler a quand même multiplié les sorties. Pour l'instant, pas parler trop de terrain, mais les sorties pour dire qu'il voulait finir au Heat, qu'il voulait finir sa carrière au Heat, que ça représentait la manière dont il voulait jouer. Le Heat aime beaucoup Jimmy Butler également. Donc, a priori, on se dirigerait sur continuer autour de ça. La problématique, tu l'as dit aussi, c'est qu'effectivement, on a une saison un peu en deçà de Jimmy Butler, en tout cas par rapport à l'année dernière, même si déjà il y avait des critiques sur sa saison régulière l'année dernière. C'est quand même les playoffs qui l'ont sauvé, et je pense qu'on reparlera de l'ami Jimmy dans le DH20, ça va être un vrai sujet. Mais donc, ça a été un peu compliqué dans la saison régulière, blessure pour les playoffs, Jimmy Butler qui ne rajeunit pas, finalement il a 34 ans, il va même avoir 35 ans cette année, donc il est éligible à une extension de 2 ans. Il dit aussi qu'il veut le max quoi qu'il arrive, donc ça pose toujours une question quand on arrive à un joueur de cet âge-là, une équipe, est-ce qu'on veut donner une grosse partie du cap à ce joueur-là? Et ça pose, puisque tu as cité le nom de Jovic ou le nom de Raquez, ça pose cette question-là. Maintenant, du côté de Miami, on se retrouve un peu avec
Alors, toute proportion gardée, parce qu'il n'y a pas eu de titre avec cette génération-là, mais avec la problématique qu'il y avait autour de Golden State il y a quelques temps, de génération. Est-ce que tu veux continuer là sur 2 ans? C'est-à-dire que si tu prolonges Jimmy Butler, on t'a pas le choix, c'est du all-in de toute façon en termes de taxes, et on va y revenir aux finances du hit. Tu es obligé d'aller jusqu'au bout, donc ça va être Butler, Bam, et les pièces qu'il te faut autour pour essayer de rester un candidat au titre, même si, comme on l'a vu, tu es peut-être plus si proche que ça. Ou alors, sachant que Bam, lui, est plus jeune, que tu as l'émergence de Jovic, que tu as Ramirez, voilà, que tu as quelques petits points positifs à tirer, tu décides de tourner la page Jimmy Butler. Là, dans les derniers jours, on a vu pas mal de rumeurs d'équipes qui veulent se positionner, et ce qui est bien, c'est bien logique également autour de Butler. On peut penser à Philadelphie, évidemment. Et bah, peut-être que tu peux lâcher ça et ça t'obligera en tout cas à tourner la page. En tout cas, c'est une vraie question. Moi, j'ai l'impression qu'on dirige quand même plus sur une prolongation. Ça me ferait assez bizarre de les voir ne pas tomber d'accord. Mais c'est loin d'être garanti. Je ne sais pas comment toi tu le vois. Je suis assez d'accord. Bah, en fait, moi, je vois plutôt un stand-by, en fait, parce qu'ils sont. Rappelons que Jimmy Butler est sous contrat, ils sont pas obligés de le prolonger. Il voudrait une prolongation, mais il pourrait rester en stand-by. Alors, c'est vrai que ces dernières heures ou ces derniers jours, on a eu des rumeurs, notamment du Philadelphia Inquirer. Mais alors, méfiez-vous toujours, parce qu'à chaque fois, on tombe dans le panneau. C'est Keith Pompey qui sort l'info, qui est quand même loin d'être. À qui profite l'info? À qui profite l'info, qui est quand même loin d'être un journaliste infaillible. Et bon, j'ai un peu l'impression, on salue Amine, j'ai très très peur que Philadelphie soit quand même un gigantesque levier de négociation pour Paul George, pour Jimmy Butler pendant cette intersaison. Pour tout ailier supérieur à Tobias Harris. Exactement. qui vont profiter de la possibilité Philadelphie. Par rapport à Jimmy Butler, tu parlais, tu vois, de timeline. Bon, c'est un peu fou, mais je me demande s'il n'y a même pas 3 timelines différentes à Miami. Il y a celle de Jimmy Butler, il y a celle de Bam, et il y a peut-être celle de Ramirez et Nikola Jovic qui sont, selon moi, pas encore prime. Bam est pas loin de son prime, en tout cas. Où, voilà, Bam est un joueur quasiment fini. Jimmy Butler est un joueur qui est plus sur la phase descendante maintenant, et les jeunes joueurs sont sur la phase ascendante. Tu peux associer Bam au reste, mais il y a cette triple timeline et il y a effectivement cette notion de qu'est-ce que tu fais. Je dirais juste une chose, c'est que pour moi, rester avec Jimmy Butler, c'est par contre faire le deuil du titre peut-être, ou de vrai statut de contender à court terme, peut-être. Je pense que c'est surtout ça. Ah oui, totalement. Enfin, en tout cas, comme tu l'as dit, Bam a beau être, comme tu l'as dit, un joueur fini. En tout cas, on arrive autour de ce que sera le joueur Bam Adebayo au maximum, et ce qui est un très bon joueur. Je pense que c'est aussi un nom qu'on verra revenir quand on parlera à DH20. Après, c'est pas un joueur, il n'est pas du niveau de ce cran de joueur-là qui font de toi un contender de par sa présence. Et c'est vrai que un aspect peut-être à sous-estimer, c'est que même si Jovic et Raquez ont montré des belles choses, bon, déjà, ils sont très très jeunes, et ensuite, ils sont à peu près pas tout à fait sur le même poste, le même rôle, mais on est quand même sur des joueurs intérieurs globalement. Donc forcément, tu vas te retrouver avec ce manque qu'on a vu notamment là dans ces playoffs, de guard play, de talent offensif, de joueurs à qui tu peux donner la balle. Jimmy Butler, sa grande qualité, et ce qui fait qu'il est hyper important pour ce hit, mais que c'est aussi un joueur qui va, je l'espère en tout cas, rester assez haut dans le DH20, c'est que justement, il a cette capacité-là en playoff, augmenter son usage, tout en restant hyper efficace. Alors même si son efficacité est un peu diminuée sur cette saison régulière, et à t'apporter des points. Enfin, en tout cas, t'es obligé d'avoir un joueur de ce profil-là avec ces capacités-là pour être un contender. Donc nécessairement, si tu t'en sépares, comme tu dis, si tu fais le statu quo, c'est une player option l'année d'après. Donc tu prends aussi le risque de le perdre contre rien, ce qui n'est pas vraiment l'habitude du Miami Heat, qui préfère plutôt faire les choix dans l'autre sens, récupérer des gens contre rien. Donc ça me semblerait assez étrange qu'ils partent là-dessus. Mais en tout cas, c'est vrai que ça nous changerait du Heat qui n'a pas passé beaucoup de temps dans les bas-fonds de la conférence sur ces dernières années, en tout cas s'il part dans cette direction. Alors c'est un peu une preview du DH20. Rappelons le DH20 pour ceux qui nous découvrent, le classement des 20 meilleurs joueurs NBA de Dunk Hebdo, ça arrive en septembre. Premier teasing, préparez-vous parce qu'on va vous faire voter beaucoup plus tôt cette année. Bref, tu parlais de cette capacité d'Jimmy Butler, et c'est vrai, à se sublimer en playoff et de prendre un rôle beaucoup plus important. Ça avait été expliqué par Ben Taylor dans une vidéo. Est-ce que, je vais rentrer pied dans le plat, est-ce qu'on y croit encore avec Jimmy Butler qui aura 35 ans durant la prochaine phase de playoff? Parce que moi, j'ai un peu épluché les stats et je voulais regarder les stats en termes de rôle offensif de Jimmy Butler en saison régulière. Parce que
Les fans du Heat s'en plaignent assez souvent, et moi j'avoue quand je regarde le Heat, parfois ça m'énerve aussi de voir un Jimmy Butler que je qualifierais d'effacé. Je voulais voir, est-ce que c'est juste l'impression parce que c'est un joueur qu'on classe top 10 des H20 et du coup on attendait plus. Et j'ai trouvé un truc assez fascinant, c'est que quand tu regardes les stats sur le pourcentage de ballons, on-ball percentage de Basketball Index, scoring possession de Basketball Index, il a un profil qui ressemble à s'y méprendre à celui de Jalen Williams d'OKC. Et je suis en train de me dire que, alors sans faire un jeu à Jalen Williams, qui est un très très bon jeune joueur, on salue Constant, c'est pas l'implication qui est demandée à Jimmy Butler, qui est première option d'une équipe qui a des ambitions, là où Jalen Williams est troisième option d'une équipe qui a aussi des ambitions. Et ça, c'est pas... T'en es où dans ton appréciation de Jimmy Butler? Tu l'as dit, on est un peu déjà dans une preview du DH20. Je pense que c'est un thème qui reviendra. La notion du profil de ton option 1, on va dire ça comme ça. C'est vrai que Jimmy Butler, malgré toutes ses capacités, alors je ne suis pas la personne la plus objective, tu l'as dit dans l'intro pour parler de Jimmy Butler, donc est-ce que j'y crois? La réponse est oui. Mais pour essayer de rester plus objectif, le profil de Jimmy Butler, ce n'est pas celui d'un LeBron James par exemple. C'est pas un point forward, c'est pas un ball dominant, c'est pas le joueur à qui tu donnes la balle qui remonte la balle et qui initie ton action offensive. C'est un très bon finisseur et c'est un très bon créateur, notamment pour lui-même, même s'il peut aussi un peu faire des passes, mais très bon créateur pour lui-même, dans les moments où tu te retrouves coincé, où tu n'as personne à qui donner la balle, où ton système, c'est ce qu'on se disait un petit peu en off en parlant des Wolves, où quand ton système est arrêté déjoué par la défense adverse, où tu ne sais pas trop quoi faire, les joueurs du 8 donnent la balle à Jimmy et vas-y, crée-nous quelque chose. Alors en saison régulière, il le fait beaucoup moins, notamment parce que ça permet, alors ça c'est mon appréciation personnelle, mais ça permet aussi de mettre en position, en responsabilité les autres joueurs. Ça a permis l'émergence de Rami Raquez, ça permet à des Tyler Hero, à des Duncan Robinson, à des Caleb Martin de répéter leur gamme, que le système Heat qui est tant vanté, alors effectivement il a aussi ses limites, mais en tout cas le collectif, l'attaque collective du Heat soit à peu près huilée, donc en saison régulière, alors ça peut être parfois frustrant, mais je sais pas à quel point c'est totalement conscientisé par Jimmy Butler, mais en tout cas il se permet de faire ça. Pour le moment, alors cette saison, enfin ces playoffs, on n'a pas eu la réponse à la question. Moi, j'y crois encore à sa capacité à créer pour lui-même, à aller prendre les tirs, à aller prendre la responsabilité sur ses épaules à ce moment-là. Alors par contre, certes, effectivement, il y a l'âge qui se pose comme question, mais il a pas non plus... Il a un jeu très physique, mais basé plus sur sa force que sur son explosivité. Donc, je pense que ça peut encore tenir. Modulo, évidemment, les blessures, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais les blessures, c'est pas que Jimmy qui a été blessé au Heat cette saison. Ils ont utilisé 35 starting line-up différentes. Voilà, c'est ça, je l'ai bien dans mes notes. 35 starting line-up différentes. Ils ont été, si on compte le cumul des blessures, 10e équipe qui a eu le plus de blessures. Donc ça fait quand même beaucoup. Bref, on a quand même un problème de santé au niveau du 8 de manière globale. Et c'est vrai que mettre tous tes chevaux, enfin en tout cas beaucoup d'argent sur Jimmy Butler, ça pose une problématique que les amis du côté des Los Angeles Clippers, par exemple, connaissent très bien. Effectivement. Et puis rappelons que on passe beaucoup de temps à disserter sur cette notion de première option, mais la viabilité de beaucoup de projets, c'est que ta première option, le mec sur qui tu mets beaucoup d'argent, soit classé top 10 des H20. Voilà, c'est parce qu'à la seconde où il est plus top 10 des H20, la période actuelle en NBA abat beaucoup de nos prédictions vis-à-vis de ce qui fait un champion ou du portrait robot du champion, mais en tout cas, cette règle-là semble immuable. Il faut un joueur qui soit top 10 des H20, et si Jimmy Butler passe d'un joueur qui se classe dans ce tir-là à un joueur qui est peut-être 12, 13 et qui se rapproche peut-être d'un BAM, ça met en péril complètement l'architecture de ce hit. De par son profil, notamment, parce que dans cette range-là, on va retrouver, on en reparlera au DH20, mais toutes ces Jalen Brunson, Donovan Mitchell... j'en sais rien, des Aaron Fox, qui est peut-être un peu plus bas après cette saison, mais ces guards-là, c'est pas tout à fait la même chose que Jimmy Butler. Je reviens à ce profil-là, qui lui, vraiment, on lui demande d'élever son usage et de garder son efficacité. C'est quelque chose d'assez compliqué et on le voit bien. Tout le monde n'est pas capable de le faire en NBA. C'est vraiment ce facteur-là qui te fait passer de star, all-star, à joueur majeur, joueur potentiellement première option d'équipe titrable. Adrien, je me rends compte que je parle beaucoup trop alors que je suis à la présentation. Alors, lance-nous sur ton deuxième point. Quelle est la deuxième problématique dont tu comptes parler par rapport à ce hit? Tu l'as évoqué toi-même, on en parle depuis le début, les problématiques offensives du côté du hit qui s'est retrouvé sans Jimmy Butler, donc vraiment dans une impasse offensive, je pense qu'on peut le dire. C'est-à-dire qu'il a fallu compter sur Tyler Hero,
qui a beaucoup de qualité aussi. Je pense que beaucoup de monde est tombé sur Tyler Hero après cette série. Mais justement, ce que je venais d'évoquer, cette capacité de monter très fortement en usage tout en restant efficace, c'est très compliqué. C'est pas donné à tout le monde, d'autant plus quand on a la sélection de tir d'un Tyler Hero, ce qu'on peut aussi lui reprocher d'une certaine façon. Mais c'est vrai que comme c'est un joueur qui crée beaucoup sur son mi-distance, sur son step back, sur son jeu en short mid, effectivement, les flotteurs, etc. Bon, c'est des tirs qui sont compliqués au basketball. Et quand on augmente cet usage-là, et quand en plus l'équipe adverse, pas pour parler de la qualité de la défense de Boston, mais l'équipe adverse est consciente que de toute façon, la seule et unique solution qui restait au hit en fin de possession, quand c'était pas un système déjà répété, c'était Tyler Hero qui joue son 1 contre 1, et ben c'est beaucoup plus facile de le contenir, et c'est donc beaucoup plus dur pour lui d'obtenir le shoot qu'il veut dans la zone préférentielle, et avec une contestation assez minime. Donc forcément, on s'est retrouvé avec une attaque qui a patiné. Alors on a essayé les Duncan Robinson, qui n'a pas pu répéter lui non plus l'efficacité qu'il a eu en saison régulière, parce qu'on l'a vu faire de meilleures choses, être un peu plus de lecture sur short roll, sur pick and roll même également, les cuts, etc. Ça a été très bien contenu. Je pense que tout ça est exacerbé quand même par le fait que l'adversaire, c'était les Celtics, mais on a un vrai problème à ce niveau-là du côté du Heat, qui malgré, et je ne vais pas encore citer son nom, un Bam Adebayo, qui lui a été capable quand même de produire offensivement, en plus de rester plus que solide défensivement. Je pense que ça va être un vrai dossier pour le DH20, notre ami Bam Adebayo. Bon, bah, derrière tout ça, sans Jimmy Butler, on s'est retrouvé vraiment avec une limite de talent offensif, une limite de guard play. Alors malheureusement aussi, parce qu'on n'a pas pu voir Terry Rozier sur l'ensemble de la série. C'est vrai on l'avait fait venir pour ça, mais tout le monde avait identifié ce manque offensif avec les pertes de la mi-saison, avec le fameux dossier, et on y reviendra, est-ce qu'ils vont faire venir Damian Lillard? On n'a pas eu Damian Lillard. À voir si le Damian Lillard de 2024 est une bonne idée. C'est un autre sujet, je commence à me perdre dans mes pensées. Mais voilà, on a eu un problème de talent offensif, en fait, au final, notamment arrivé en play-off, où tu ne peux plus compter uniquement sur tes systèmes, tes gammes de saison régulière. Effectivement, je trouve qu'il y a un déficit de playmaking de base dans cette équipe, et que c'est là où je veux pas... Tyler Hero, il y a des grosses problématiques en playoff. Enfin, il tire 126 fois sur playoff play-in cumulé, il prend 8 tirs dans la raquette. 8. Il y a un moment, c'est pas possible. Faut pas le forcer, hein. C'est un joueur qui est beaucoup dépendant du mi-distance, du long mi-distance, et là où je voudrais un peu l'excuser, c'est que c'est pas facile de s'adapter quand ta première option c'est Jimmy Butler, et quand t'as un joueur comme Bam, qui est un joueur que j'adore, enfin vraiment, ça c'est un secret de Polichinelle, tout le monde sait que j'adore Bam, mais t'as un espèce de pivot qui sert de hub parfois sur le short roll, sur des dribble end-off, et de l'autre, t'as une première option qui est pas vraiment ball dominante. Enfin, ça a un cocktail un peu bizarre. Bon, alors sachant qu'ils ont très peu joué ensemble cette année, mais en plus, ce que je veux dire, c'est que dans l'idée, c'est assez compliqué. Ce qui est vrai, c'est que, tu l'as dit, il y a un déficit de talent offensif, et il y a un déficit, je trouve, de variété offensive aussi. C'est-à-dire que ils ont pas de joueurs capables de sanctionner sur les 3 niveaux. En fait, des mecs capables de pénétrer, des mecs capables de, bon, le deuxième niveau à mi-distance et à 3 points pull-up, idéalement, ils ont pas ce joueur-là, et ils sont beaucoup trop dépendants de leur système, comme tu l'as dit. Je trouve qu'ils sont aussi, c'est une équipe qui est un peu à contre-courant dans sa gestion du tempo offensif parfois. C'est une équipe qui joue extrêmement lentement. Enfin, c'est caricatural, et c'est pas pour dire que toutes les équipes qui jouent lentement sont à contre-courant, ils sont pas dans l'évolution de la NBA, mais ils s'octroient pas assez de paniers faciles pour une équipe qui est une mauvaise attaque NBA globalement. Donc ils s'octroient pas assez de paniers faciles, ils vont pas sur la ligne des lancers francs, ils tentent pas de tir près du cercle, ils ont pas de shoot rémunérateur en fait. C'est ce hit en attaque, c'est ça le problème. Sur les 3 niveaux, pour moi, celui qui aurait le meilleur profil, comme tu disais, c'est un Caleb Martin. Le problème, c'est qu'il fait pas beaucoup de drive, même si je trouve que c'est un bon finisseur, et d'ailleurs même en accuracy, quand il va au cercle, il arrive souvent à finir correctement, mais il y va pas tant que ça. Donc forcément, ça crée une limite. Comme tu dis, l'attaque est pas très variée. D'ailleurs, ça a été identifié par le Heat eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a revu des minutes de Kevin Love parce qu'on avait besoin d'écarter et de prendre des 3 points. On a fait venir un Patty Mills aussi pour cette histoire de guard play, d'essayer de mettre en place des systèmes. Bon, on a bien vu qu'au bout d'un moment, comme tu l'as dit, si c'est pas l'illustration de l'anachronisme dont tu viens de parler, se retrouver avec Patty Mills et Kevin Love en 2024, avec tout le respect que j'ai pour ces joueurs, notamment Kevin Love qui contribue toujours de manière positivement. Je ne sais pas comment il arrive encore à le faire, alors qu'on a l'impression qu'il avance à 2 km/h. Mais voilà, ils ont identifié ces problèmes-là. Le problème, c'est que ce ne sont pas des problématiques faciles à régler.
Malheureusement, je pense aussi que Terry Rozier devait venir compenser un maximum tout ça. Dans le scénario où tu avais et Terry Rozier et Jimmy Butler, le Heat aurait probablement un meilleur visage, pas forcément celui d'un candidat, mais en tout cas, quand on voit ce qui s'est passé, et on en reparlera peut-être de ça également, sur l'ensemble des playoffs à l'Est et le profil des différentes équipes, je ne suis pas sûr que le Heat au complet, avec Rozier et Butler, soit si bas dans la hiérarchie à l'Est. Ils sont tombés malheureusement blessés et contre les Celtics. Je pense que ça fait deux choses qui exacerbent tout ça, qui font qu'on les voit peut-être moins bons que ce qu'ils sont, même si peut-être qu'il y en a d'autres qui les voient aussi plus bons que ça. Je ne suis pas sûr qu'ils avaient, quoi qu'il arrive, le profil pour aller jusqu'au bout. Ce que tu sous-entends, c'est que s'ils tombent dans la partie basse au complet, ils sont en finale de conf. C'est ce que tu sous-entends. Allez. Je n'irai pas au bout, mais disons que après, les Bucks ont aussi eu cette problématique de blessure, donc on ne va pas les sortir de là, mais je ne suis pas sûr que Pacers Heat au complet, le Heat soit moins fort, et même chose avec nos amis des Knicks. Mais c'est vrai que de l'autre côté du bracket, on a eu et Giannis out et Embiid sur une jambe. Bon, à un moment donné, on ne peut pas tout mettre sur le dos des blessures, ça fait aussi partie du jeu. Être en santé est une qualité, et c'est aussi un sujet, je pense, du DH20 de cet été. Moi, je me demande aussi à quel point on s'est un peu fourvoyé, et on va enchaîner sur le troisième point après, avec la campagne, je sais pas, lunaire de l'année dernière, du Heat, où le Heat fait pas une bonne saison régulière l'année dernière. Tu l'as déjà dit, il y a des questions autour de Jimmy Butler, il y a un espèce de réveil de role player, mais on a déjà vu les symptômes. Hein. C'est juste peut-être qu'il y a eu un sursaut inattendu et des circonstances assez exceptionnelles, mais à quel point on n'est pas sur 2 années de continuité, en fait, du côté du Heat. Vas-y. Je te rejoins globalement. C'est vrai que l'année dernière, c'était totalement surréaliste. Voilà, on a passé, de toute façon, ceux qui ont écouté les podcasts au fur et à mesure des playoffs, à chaque fois, on était bon, ça va finir par s'arrêter, c'était marrant, très bien. Ça s'est jamais arrêté, enfin, ça s'est arrêté à la toute fin. Mais effectivement, ils étaient sur une surchauffe incroyable. Mais ils étaient sur une surchauffe, tu parlais de variété en attaque, parce que tu avais Gabe Vincent et Max Strus aussi. C'est leur donner beaucoup de crédit, mais c'est pas dire que ces joueurs-là sont des joueurs indispensables et rendent tout de suite une équipe meilleure. D'ailleurs, on le voit, leurs équipes respectives ont eu quelques problématiques. Bon, Gabe Vincent n'a pas beaucoup joué, mais disons que dans cet ensemble du côté du 8, c'est qu'il y avait beaucoup de monde capable de péter un plomb à 3 points. Parce que c'est ça qui s'est passé finalement, que ce soit des Hero, des Robinson, du coup des Vincent, des Strus. Il y en avait toujours un pour péter un plomb et pour les laisser dedans et entraîner une espèce de momentum. Sachant qu'en plus, on avait le Jimmy Butler dont on parlait tout à l'heure qui avait été capable d'élever son niveau de jeu encore une fois. Effectivement, on était biaisé par ça. Là, on est redescendu un peu plus sur terre. Après, est-ce qu'il faut effacer quand même toute cette possibilité-là ? Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait l'année dernière, ils l'ont fait. C'était pas impossible qu'ils le répètent. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand ils prennent un match aux Celtics, je pense qu'il y a une partie de la fanbase du 8 qui se dit alors peut-être, pour citer un grand commentateur sportif français, alors peut-être pourquoi pas recommencer. Bon, à un moment donné, la vérité mathématique les a un peu rattrapés. Eh bien, enchaînons. Adrien, ta troisième problématique à mettre en avant. Ouais, et on fera plus court parce que comme tu l'as dit, effectivement, on parle beaucoup. C'est pas une grande problématique, mais c'est vrai que c'est un sujet récurrent du côté du 8. Les problèmes, comme tu dis, les difficultés qu'on identifie sont peu ou prou les mêmes depuis quelques années. Alors là, tu t'arrêtes au premier tour. L'année dernière, tu t'arrêtes pratiquement à la porte du titre. Et tu t'arrêtes à peu près pour les mêmes raisons. Et à chaque fois, la réponse du côté du 8, en tout cas pendant l'été, on a une nouvelle saga autour d'un nouveau grand nom qui va faire venir, notamment un guard capable de scorer aux 3 niveaux, comme tu l'as dit. L'acte manqué Lillard était quand même assez dingue l'été dernier. On peut le dire, pratiquement tout le monde voyait Lillard finir au 8 au bout d'un moment. C'était même plus discret. Hein, c'est-à-dire que par déclaration interposée, par post Instagram, voilà, ça s'envoyait des deux côtés des fleurs. Bon, Lillard s'est retrouvé du côté des Bucks, c'est un autre sujet. Cette année, il y a un autre guard qui fait beaucoup parler, qui attire les convoitises parce qu'il pourrait quitter son équipe, même si c'est pas fait non plus, c'est Donovan Mitchell. Bon, écoutez, moi je suis prêt à mettre ma main à couper qu'on va avoir des rumeurs de Donovan Mitchell au Heat. La question, et ça va nous permettre d'enchaîner sans trop perdre de temps, c'est qu'est-ce que tu as vraiment à offrir ? Quelle est ta marge de manœuvre ? Quelles sont tes pièces échangeables, tes pièces de valeur du côté du Heat ? Là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'était déjà le cas d'ailleurs pour boucler la boucle avec Lillard. C'est que manifestement, du côté de Portland, on n'était pas satisfait de ce que pouvait offrir le Heat en échange d'un joueur de ce calibre-là. Effectivement, moi, je trouve que c'est un sujet qu'il ne faut pas mettre de côté avec le Heat parce qu'on est dans une NBA où globalement, les stars obtiennent un peu ce qu'elles veulent en termes de destination. Et en fait, quand tu regardes les 2 seules stars récentes qui n'ont pas obtenu ce qu'elles voulaient en termes de destination,
c'est Donovan Mitchell et Damian Lillard qui sont deux stars qui voulaient aller au Heat. Donc il y a un truc de, alors j'en oublie sûrement peut-être, hein, mais on va dire que James Harden a eu ce qu'il voulait, Kevin Durant a eu ce qu'il voulait. Enfin globalement les joueurs ont ce qu'ils voulaient. C'est d'ailleurs ce qu'ils veulent, c'est d'ailleurs un des grands problèmes qu'on peut mettre en avant dans la NBA, c'est-à-dire que tu signes une extension et tu arrives à tomber où tu veux, sauf quand ta priorité c'est le Heat. Donc il y a un gros problème en termes d'assets que peut proposer le Heat, je suis d'accord. Il y a aussi un problème en termes de volonté du Heat de se séparer, je pense, d'assets prioritaires. La bonne nouvelle, c'est que pour un CBA obligatoire dans les post-mortem, bonne nouvelle, c'est que cette année, la question se pose pas vraiment, vu qu'ils ont pratiquement aucune marge de manœuvre. Rappelons qu'ils sont déjà au-dessus de la première épreuve et qu'ils se rapprochent quand même dangereusement de la seconde épreuve, alors que il y a la problématique de l'extension de Jimmy Butler, il y a la problématique d'une possible extension de Bam Adebayo. Il y a un pick 15 qui vont devoir signer. Donc, en gros, rappelons qu'avec la première épreuve ou même la deuxième épreuve, en termes de capacité d'envoi de salaire, tu ne peux pas envoyer plus de salaire que tu vas en recevoir. Tu ne peux pas faire des agrégats de joueurs pour récupérer un joueur. Donc, disons-le clairement, si le Heat ne bouge pas et ne réussit pas à faire des économies substantielles financièrement, ça sert à rien de nous faire des montages avec Donovan Mitchell avec le maillot du Heat. Bref. En tout cas, ma question, Adrien, c'est peut-être est-ce que c'est pas une équipe qui a trop, sur ces dernières saisons, mis en avant sa culture, pour reprendre une expression, pour pas faire le all-in s'il était possible à un moment, même si, encore une fois, il était difficile. C'est une question éternelle. C'est une question éternelle. En NBA, ça se pose pas qu'au Heat. Voilà, ce moment où il faut avoir la lucidité de lâcher un joueur, une pièce que tu considères importante, un bon joueur à moyen terme, voire très bon joueur à moyen terme, à qui tu donnes une grande valeur pour un all-in. C'est une décision hyper compliquée à faire. C'est bien pour ça d'ailleurs que c'est un métier, hein, les différents directeurs des opérations basket ou autres general managers, et que c'est pas le nôtre. Et c'est vrai que du côté du Heat, on a tendance à beaucoup aimer ses propres joueurs dans son système et à valoriser très très fort certains d'entre eux. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, avec les problématiques financières, sachant qu'on rajoute qu'il y a beaucoup de player options qui traînent ici et là et qui pourraient être activés, parce qu'il y a Kevin Love qui va la prendre, forcément à son âge, je veux dire 4 millions, Kevin Love il va la prendre, Josh Richardson, Thomas Bryant. Bon, je vois pas pourquoi ces deux joueurs se priveraient d'un contrat NBA pour l'année prochaine. Surtout qu'ils sont quand même pas très bons, donc oui. Voilà. Et donc le dernier, c'est Caleb Martin qu'on a cité un peu plus tôt. Alors Caleb Martin pourrait opt-out, mais bon, tu fais pas non plus des économies extraordinaires, c'est 7 millions, donc ça va pas changer la face du monde. Comme tu le dis, ensuite, si tu dois échanger quelqu'un, si tu veux échanger avec de l'argent fort, le gros contrat, c'est Tyler Hero. Manifestement, Tyler Hero a pas non plus la cote de manière extraordinaire sur le reste de la ligue. En tout cas, c'est ce que nous laisse à penser le dernier été, la dernière intersaison et les différents bruits qu'on peut avoir autour. Donc ça devient effectivement compliqué. Tu n'as pas voulu pull the trigger à un moment donné. Est-ce que maintenant tu vas être capable de le faire? Est-ce que tu vas avoir la possibilité de le faire, comme tu dis, financièrement? Déjà, c'est très très compliqué. Et est-ce que tu vas être capable de le faire? Ça, c'est encore autre chose. Effectivement, on a l'air de se diriger dans l'hypothèse, parce qu'on est un peu là-dessus, d'une prolongation de Jimmy Butler. Donc il va tout de suite se mettre à compter dans le cap, à un statu quo, en essayant de garder un maximum de tes free agents, s'il en reste, et puis de re-signer tout le monde, et puis ensuite de voir où ça te mène. C'est assez compliqué. On a qualifié cette partie du podcast de dossier sous-coté. Je ne sais même pas s'il est sous-coté. Disons que c'est le point noir, c'est le point d'arrêt, j'ai l'impression, du côté du 8 dans cette analyse d'intersaison. Je respecte pas du tout la trame, et je vais peut-être retourner limite au début du podcast, mais ils en sont où dans leur projet en fait? Bouclons la boucle, hein, de toute façon. On est un peu là pour ça, pour faire un état des lieux. Où est-ce qu'ils en sont? Ils en sont à la fin de la fenêtre, j'ai envie de dire. Partons du principe qu'ils vont continuer avec Jimmy Butler, parce que vraiment, comme je le disais, j'ai du mal à voir l'autre scénario, même s'il pourrait arriver. Tu es tout simplement, si on met de côté le fait que tu dois être capable, comme tu le disais à un moment donné, de tourner la page d'une génération ou d'une fenêtre que tu as tentée, là, ils y vont au bout, en fait. C'est-à-dire que la fenêtre n'est pas totalement fermée, parce que on y reviendra sûrement, mais et je l'ai déjà dit quelques fois dans le podcast, mais cette conférence Est, elle sent pas non plus invincible, hein. Même les Celtics, ils ne sont pas non plus invincibles. T'as l'impression que à un peu de guard play et de talent offensif, un Terry Rozier prime près, t'es pas si loin que ça. Donc, en tout cas, la fenêtre n'est pas totalement fermée. T'es pas du tout un
un candidat dans les favoris, mais voilà. Est-ce que c'est pas la fenêtre des finales NBA qui est pas fermée et celle du titre qui l'est? Ah, ça probablement. Ça, je pense qu'on en reparlera, notamment dans la preview de la finale. Mais probablement. Mais c'est la grande problématique de quand tu vas au bout d'un projet, d'une temporalité. On aime beaucoup utiliser ce terme à Doug Hebdo, mais c'est-à-dire que tu vas au bout d'un projet autour d'un joueur avec son âge, son contrat et les contrats qui vont autour. Ça aussi, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que là, tu as quand même Jimmy et Bam sur des gros contrats. Souvent, et on est en train de le voir de l'autre côté, il faut que tu aies des joueurs qui soient un vrai coût financier pour pouvoir être une équipe compétitive. Le problème, c'est que là, du côté du 8, ils n'existent plus, ces joueurs. À part si Rémi Raquez fait encore un bon l'année prochaine, ou un Jovic fait un bon l'année prochaine, tu n'as pas ces joueurs-là qui sont à un super bon rapport, j'allais dire qualité-prix, entre en tout cas la qualité terrain et le montant de leur contrat. Donc là, ils en sont à la fin de ce type de projet. Et la fin de ce type de projet, c'est l'impasse financière et le moment où il va falloir tourner la page. Est-ce que tu veux le faire en faisant un rebuild total ou est-ce que tu peux te permettre un retooling comme on dit de temps en temps avec tes nouvelles pièces? Et dernière question avant qu'on conclue. Imaginons que Jimmy Butler parte. Là, on se retrouverait dans quoi? Le retooling? Parce que pour moi, tu retools. Tu as quand même Bam Adebayo. Alors, je sais que mon amour pour Bam Adebayo est sans faille et que je le vois sans doute beaucoup plus haut que la majorité des fans NBA. Parce que pour moi, c'est un joueur qui toque à la porte du DH20 et qui fait même plus que toquer. Parfois, il entre carrément dans la maison. Pour moi, ça serait le retooling, pas parfait, mais ça serait une fenêtre. Ils ont une fenêtre de retooling. On va l'appeler ça comme ça, de réoutillage. Le problème que j'ai avec cette fenêtre, moi, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que si tes pièces centrales de ce retooling, c'est Bam, Raquez, Jovic, ce qu'il te faut, c'est du guard play d'élite, en fait. Et ça, c'est problématique parce que c'est hyper compliqué à trouver quand tu retools. C'est-à-dire que ces joueurs-là, ce type de joueurs-là, c'est toujours ce qui est demandé un peu partout dans la ligue. Alors, il y a ceux qui ont aussi d'autres faiblesses et qui se retrouvent un peu critiqués et parfois disponibles. On salue Trae Young. Je peux penser aussi à un LaMelo Ball qui a d'autres problématiques. Voilà, bon, ces joueurs-là, peut-être qu'un Trae Young, c'est typiquement d'ailleurs le profil qui pourrait marcher à côté d'un Bam Adebayo qui te permet défensivement peut-être de combler certaines choses. Bref, on ne va pas commencer à citer des noms et à se projeter sur 1000 scénarios. Voilà, ce retooling-là, ce type de retooling, quand ta pièce centrale, c'est un intérieur qui est talent dépendant, on va dire, en tout cas du côté offensif, ça pose toujours de vraies problématiques et tu le sais bien d'ailleurs parce qu'en plus de Bam, tu es un grand amoureux d'un certain Grec du côté de Milwaukee et c'est toujours un procès qu'on lui fait. Alors, faux ou bon procès, évidemment, je laisse chacun juge, mais voilà, c'est toujours une problématique qui se pose quand on veut reconstruire un effectif autour d'un joueur à l'intérieur comme ça. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi. On est à la 2e saison des post-mortem. C'est un des plus moroses, je pense, qu'on a fait parce qu'on a d'un côté un effectif qui semble condamné à ne pas bouger. On le rappelle encore, ils sont au-dessus de la première épreuve et ils se rapprochent dangereusement de la deuxième. Donc, tous les mécanismes vont leur empêcher d'avoir une grosse marge de manœuvre. Il y a une question autour d'un franchise player vieillissant où on a l'impression que c'est presque c'est horrible ce que je vais dire, mais du perdant-perdant dans le sens où certes tu peux le re-signer, mais on n'a pas parlé des montants, mais tu pourrais être sur un montant astronomique, plus de 60 millions sur un joueur qui aurait 37 ans. C'est 113 sur 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc compliqué. T'as la problématique des role-players où il manque beaucoup de role-players. On n'a même pas parlé de la problématique du backup pivot. Ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas un bon backup pivot parce que, encore une fois, c'est un truc qu'on répète en l'occurrence à chaque DH20, mais la charge de Bam Adebayo n'a aucun sens. C'est un joueur qui en demande beaucoup trop de choses. Donc, voilà, c'est une situation un peu compliquée pour les fans du 8. Je suis désolé, vous vous plaignez souvent qu'on ne parle jamais de vous. Et là, on vous fait un épisode un peu morose. Pour donner un peu de lumière, justement, je voulais juste sur Bam Adebayo, vraiment, faut quand même on reparlera de lui, c'est sûr, dans les débats au moins, en tout cas du DH20, mais s'il y a une chose positive à retirer de cette saison, c'est comme tu l'as dit, la charge de Bam Adebayo était vraiment importante, trop importante parfois sur le côté offensif, mais il a quand même globalement répondu plus que présent. La saison de Bam Adebayo et même ses courts playoffs, ils sont quand même ultra solides. Il y a certains moments où c'était le meilleur joueur sur le terrain, et en tout cas, j'ai pas peur de le dire comme ça. La question étant de savoir, est-ce que cette espèce de mois de mars où il prend des tirs à 3 points, est-ce que ça va continuer? Parce que si ça continue, moi je pète un câble, je le mets top 10 d'un joueur. Bref, en tout cas, non, rassurez-vous, je vais pas le faire, pas besoin.
Le DH20 est en train de devenir, Adrien, on ne contrôle plus la bête. Voilà, on a créé un monstre. On a créé un monstre, très clairement. On contrôle plus l'engouement autour de ce classement. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Un nouveau post-mortem en boîte. On va être honnête, moi j'ai un petit objectif, c'est de tous les sortir avant le début des finales NBA. Je pense qu'on peut y arriver. On va prendre une grande respiration. Ouais, on va respirer parce que là c'est trop l'ego personnel. On l'avait plus ou moins dit en off ou entre nous qu'il fallait vraiment cette année tout sortir avant les finales NBA parce que on avait sorti un post-mortem après les début des finales NBA et logiquement tout le monde s'en fiche. voilà. Donc on va essayer de tout sortir. Donc ça va enchaîner au cours des prochains jours. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés dans ce nouvel épisode. On vous rappelle de nous suivre sur toutes les plateformes de podcast, mais également sur YouTube et sur Twitter, qui restera Twitter à vitam aeternam. Adrien, on prend une petite pause. Le soir, on enregistre, c'est magnifique. Faut commencer à s'y habituer. Il n'y a pas de match, Adrien. Il n'y a pas de match. Ça fait un peu de bien pour le sommeil, on va pas se cacher. C'est vrai que ça va manquer le basket, mais le sommeil, c'est pas mal aussi. Effectivement, hein, il y a un moment où le rythme, là c'est toujours le moment un peu difficile et il y aura ce petit rebond d'excitation avec le début des finales NBA qui ne serait tardé. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouveau post-mortem. Salut. Salut.